Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur les grands chantiers RH 2022 et 2023. On est ravis de vous accueillir de nouveau sur cette chaîne Talentia Software. À mes côtés, Alban de Colombel, DRH de Talentia Software. Merci Alban d'être parmi nous aujourd'hui. Donc le sujet, c'est un interview croisé entre nous deux pour échanger sur, on sort d'une crise Covid qui nous a tous impactés fortement, aussi bien personnellement que professionnellement. Donc en fait, au regard de cette sortie de crise, de ces 2 dernières années qui se sont écoulées, on aimerait bien avoir ta vision en tant que DRH, comment vous avez vécu ces enjeux, quels sont les nouveaux enjeux auxquels vous devez faire face aujourd'hui, puisque ça a complètement changé la façon dont les gens se positionnent dans le monde professionnel, et puis ce que vous avez mis en place, comment vous voyez les choses, comment vous avancez, et votre roadmap 2022-2023. En tant que DRH. Donc, si tu peux juste rapidement te présenter à nous, Alban. Oui, alors Alban, je suis chez Talentia depuis 1 an tout rond et j'ai une petite vingtaine d'années d'expérience dans les RH, relativement classique, mais dans des environnements très différents puisque j'ai commencé au sein d'une ONG qui était d'ailleurs qui est toujours cliente de Talentia. Ensuite en industrie, donc dans un milieu très industriel avec des usines, etc. Et dans un grand groupe aux activités diversifiées pour aujourd'hui être dans une ETI, donc dans des environnements très très différents, mais des problématiques qui se croisent et qui se répondent parfois d'ailleurs. Super. Comment ça va ? Aujourd'hui, très détendu, bien. Très détendu. Très détendu. Ok. Très détendu, oui, ça se voit, je pense, à l'écran. Mais non, ça va bien se passer et ça va être une expérience très intéressante et très enrichissante. Allons-y. Du coup, nous, ce qui nous intéresse et toutes les personnes qui assistent au webinaire aujourd'hui, c'est de savoir comment tu as vécu la crise de l'intérieur, comment tes pairs ont vécu cette crise, sans rentrer dans le détail, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de webinaires sur le sujet crise Covid, comment on s'adapte, etc. Mais globalement, comment vous en sortez ? Alors déjà, comment on l'a vécu, quand même un petit rappel, c'est les RH ont été mis dans la lumière par cette crise, ce qui était assez nouveau puisque la RH est plutôt une fonction de l'ombre. Donc c'était plutôt une bonne chose et c'est quelque chose qu'il faut souligner très clairement puisqu'on est apparu comme étant un acteur du business au service des collaborateurs, au service des managers. Donc ça, c'est important de le souligner. Aujourd'hui, comment ça va ? Ça va plutôt bien, je pense. Après une grosse charge de travail, puisque les RH ont été très très investis dans cette crise et ont dû évidemment se transformer, ont dû se réinventer. C'est un mot qui est très à la mode, mais qui est très vrai sur nos fonctions. Donc aujourd'hui, avec des perspectives qui sont des perspectives très différentes de celles qu'on avait il y a 5 ou 6 ans dans le monde des RH. Et du coup, ton bilan en tant que DRH aujourd'hui, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'une fonction RH qui doit complètement se transformer, qui doit complètement s'adapter, comment tu vois les choses ? Alors, les RH doivent peut-être pas complètement se transformer, en tout cas s'adapter, c'est absolument certain, puisque les choses ont considérablement évolué sur la vision qu'on peut avoir des ressources humaines et surtout leur manière d'être une valeur ajoutée au sein de l'entreprise, donc c'est certain. Les transformations, elles sont multiples, elles sont liées aux outils, aux méthodologies de travail, aux nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et qui transforment beaucoup, qui ont eu des envies, des desiderata qui sont très différents de notre génération ou de celles qui nous ont précédées. Donc oui, il y a beaucoup d'ajustements à faire qui sont porteurs de beaucoup de choses positives et de beaucoup d'espoir et de beaucoup d'amélioration continue, je dirais, dans la vision qu'on a des RH. Alors, on a une RH, si on interviewe les collaborateurs au sein des entreprises, on demande, et le RH, ça fait quoi ? Le RH, ça fait la paye, ou le RH, ça gère mon dossier collaborateur. Donc, on est quand même, j'ai l'impression, après, c'est à toi de nous le dire, qu'on est passé d'une fonction très gestion administrative à une gestion complètement centrée sur l'humain. Du coup, c'est quoi vos grands enjeux aujourd'hui ? Comment tu vois les principaux enjeux auxquels la fonction RH doit faire face sur 2022 et 2023 ? Alors, tu l'as dit, on est passé... Alors, la tendance existait avant la crise. La tendance de transformation de la fonction RH était là avant la crise sanitaire, mais ça l'a accéléré. C'est-à-dire qu'on était sur une vision un peu, en effet, administrative de gestion de personnel, bien plus que de gestion des talents. Aujourd'hui, on est confronté à une pénurie de talents, notamment, et du coup, on doit se réadapter pour
attirer ces talents, pour les faire rester dans l'entreprise. Et l'un des enjeux majeurs qui a été souligné par la crise, bien sûr, c'est toute la dématérialisation des processus administratifs. L'idée, c'est de se débarrasser, entre guillemets, de tout ce qui n'est pas à forte valeur ajoutée, de les automatiser. Donc la digitalisation, et on en entend beaucoup parler. Donc du coup, je reviens juste sur les enjeux pour pas qu'on perde le fil conducteur. Donc on a répertorié 4 enjeux principaux. Donc un contexte du travail qui change complètement avec quelque chose de très hybride entre le travail sur site et le travail à distance. Une volatilité des compétences. C'est-à-dire que c'est très compliqué en fait de faire évoluer les gens et d'avoir des collaborateurs qui suivent les évolutions et la croissance de l'entreprise. Une pénurie de talent, alors c'est encore plus vrai je pense dans ton secteur d'activité qui est l'édition de logiciels et la tech. Et puis des nouvelles attentes des collaborateurs, ça tu l'as mentionné. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ces nouveaux enjeux qu'on s'est listés là ou Tu veux dire d'autres enjeux ou... Non, je pense que c'est des enjeux qui sont cruciaux et qui sont interdépendants les uns des autres. D'accord. On parle de rétention des talents. On ne peut pas retenir les talents si on ne parle pas d'hybridation du travail, par exemple. Donc tout ça, on touche un élément va toucher un autre et sont interdépendants les uns des autres. Et du coup, ces enjeux, ils ont un impact direct et sur la façon de travailler et sur la façon dont les DRH doivent faire face à ces enjeux. Comment vous vous adaptez? Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous voyez les choses? Alors déjà sur la fonction en général, ce qu'a apporté la crise sanitaire d'un point de vue opérationnel et très, très rapidement, c'est qu'on s'est débarrassé de certaines tâches administratives et on a beaucoup dématérialisé. On a dématérialisé les bulletins de paye, on a mis en place des signatures électroniques, on a rendu automatique un certain nombre de tâches administratives. Et puis ensuite, on dématérialise un certain nombre de processus parce que c'est une demande forte et des collaborateurs et des managers. Si on parle par exemple des entretiens annuels, l'entretien annuel sous format papier, que les ETI connaissent bien, puisque il faut investir, il faut passer du temps sur la mise en place de ce genre de process. Aujourd'hui, c'est un gain de temps, c'est qualitativement parlant également une valeur ajoutée. Donc tout ça, ça a été accéléré par la crise sanitaire et on est en plein dedans. D'accord. Donc là, on voit à l'écran, en fait, ce qui vient vraiment supporter ton discours, Alban, c'est libérer les collaborateurs de tâches administratives. C'est vrai qu'il faut qu'on puisse focaliser les énergies sur ce qui a du sens au sein de l'organisation, l'analytique, de pouvoir se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée dans le sens de la croissance et au profit de l'entreprise. Et tu dis que, en fait, ça ne passera que si on digitalise certains processus qui peuvent être faits soit sous format Excel, soit sous format papier et qui sont peut-être un peu complexes, quoi. Alors, ça passe par ça, mais ça passe par ça pour se focaliser sur l'essentiel, qui est, sur mon département, qui est la relation humaine. C'est-à-dire que la digitalisation, contrairement à ce que pensaient autrefois un certain nombre de dirigeants d'entreprise, la digitalisation, elle n'est pas en défaveur de la relation. Elle va être en support. C'est-à-dire que, globalement, on va passer moins de temps sur du process, sur du reporting de base, et on va se focaliser sur la relation. Et en RH, ça vaut pour les entretiens, quels qu'ils soient, comme sur la formation ou sur un certain nombre d'autres domaines qui sont du champ d'application RH. Et du coup, si j'en reviens sur cette automatisation des processus RH et cette optimisation des processus RH, selon toi, c'est quoi les principaux processus RH qui sont complexes, compliqués pour les collaborateurs comme pour la fonction RH et qui doivent être digitalisés en priorité ? Alors déjà tout ce qui est onboarding des collaborateurs, on peut simplifier un certain nombre de choses et automatiser et fluidifier surtout un process d'onboarding qui peut être intéressant. Le recrutement, bien sûr, même chose. Sur la formation professionnelle, il y a aussi également beaucoup de choses à faire qui pourraient alléger et permettre de rentrer plus dans du qualitatif, de pousser du contenu, de créer du contenu, plus que de remplir des tableurs Excel pour savoir le nombre d'heures, le suivi du coût, enfin des choses qui sont essentielles mais qui
pas une forte valeur ajoutée dans le travail quotidien des ressources humaines. Donc je crois que le processus de digitalisation, en vérité, il touche tous les domaines de la RH. C'est en ce sens qu'il est intéressant et que chaque ETI va avoir peut-être des priorités différentes en fonction du contexte dans lequel elle évolue. Merci Alban. Tu disais quelque chose tout à l'heure d'hyper intéressant. Tu disais qu'il faut remettre le H au cœur des organisations. Alors le H, tout le monde l'a bien compris, le H de l'humain, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire... Alors, le télétravail, clairement, les gens l'ont vécu de manière très différente. Il y a des collaborateurs qui l'ont vécu comme une libération par rapport à peut-être un poids hiérarchique, qui l'ont vécu comme une capacité à gagner en qualité de vie pro, perso, etc. Et puis il y a des gens qui l'ont plutôt mal vécu parce qu'ils se sont sentis isolés. Et donc le H de RH, c'est justement d'être attentif aux différents besoins des collaborateurs et d'être en capacité à identifier les collaborateurs qui ont besoin d'être accompagnés sur tel ou tel sujet de manière individualisée. Et c'est en ce sens que les RH ont, là encore, de la valeur ajoutée, c'est de traiter bien sûr des problématiques au niveau collectif, mais aussi être en capacité à le faire de manière individuelle, personnalisée et qualitative. Et ça change quand même complètement la façon dont les organisations fonctionnent, parce que c'est vrai qu'on est passé d'un mode où la fonction travail a un poids quand même très très fort sur les collaborateurs. Et là, en fait, on a l'impression qu'il y a quand même un inversement de la demande et que c'est plus les collaborateurs en fait qui prennent un peu le lead sur la façon dont ils ont envie de travailler, sur la façon dont ils voient les choses, en tout cas les nouvelles générations qui rentrent dans les organisations. Est-ce que tu es en phase avec ça ? Est-ce que tu vois vraiment un changement avant, après, un changement génération, notre génération et celle de nos parents versus les nouvelles générations qui rentrent ? Alors le changement, moi je l'ai vu avant la crise sanitaire, sur les aspirations des nouvelles générations, notamment sur ce qui était l'équilibre vie pro, vie perso, et aussi sur tout ce qui était sens au travail et engagement collaborateur. Ça c'est quelque chose qui est plus ancien que la crise sanitaire, mais la crise a joué un rôle, à mon sens, révélateur, puisqu'elle a questionné tous les individus et bien au-delà du simple facteur générationnel en fait. Tout le monde a été questionné sur pourquoi, quel est mon sens, pourquoi je vais travailler tous les matins, et puis aujourd'hui je suis en télétravail et je découvre que peut-être je gagne en qualité de vie, je passe moins de temps dans les transports, etc. Il ne faut pas oublier qu'avant la crise, et notamment dans les ETI, beaucoup de managers, beaucoup de directions étaient opposés au télétravail parce que ce n'était pas inscrit dans leur gène, parce qu'ils ne l'avaient jamais expérimenté. Donc ça a permis aussi de convertir, au-delà de la jeune génération, des personnes qui n'étaient pas forcément très pro-télétravail. Et on peut l'être à 100%, on peut l'être à 50%, comme on peut ne pas apprécier le télétravail. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une flexibilité et que l'éventail des possibilités est relativement large. Et quand tu dis le collaboratif ou le sens reprend un petit peu plus de force et de poids, comment ça se met en œuvre dans une organisation telle que Talentia ou dans une entreprise de taille intermédiaire typiquement ? Alors, moi je crois beaucoup au travail en transversalité. Dans une entreprise comme Talentia, un des facteurs différenciants, parce qu'on est en concurrence avec des grands groupes, on est en concurrence aussi avec des startups, on est entre les deux, on n'a pas les moyens d'un grand groupe, on n'a pas l'effet possiblement waouh d'une start-up. Donc il faut qu'on puisse vendre quelque chose, il faut qu'on puisse valoriser un certain nombre de choses. Et un des éléments, c'est l'intergénérationnel. C'est le fait de travailler ensemble, c'est le fait d'avoir du collaboratif, c'est le fait de pouvoir accéder très facilement à la hiérarchie et au comité de direction, au comité exécutif, ce genre de choses. Donc comment ça se traduit au quotidien ? Ça se traduit par des groupes de travail qu'on crée en transverse, ça se traduit par des dispositifs qu'on met en place, auxquels je crois beaucoup, d'accompagnement par des pairs. Je pense au co-développement, par exemple, qu'on a développé pendant la crise sanitaire, qui permet à des managers qui ne travaillent pas forcément ensemble, mais qui rencontrent des mêmes problématiques, de se les adresser entre pairs, de mettre sur la table quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, et d'essayer de trouver collectivement une réponse, et de s'enrichir mutuellement des réponses qui sont apportées, et donc de monter en compétences et de grandir professionnellement, par exemple.
Et donc le sens, tu le mets dans derrière ce collaboratif, ou est-ce que tu vois un autre sens sur la responsabilité d'entreprise aussi au sein d'un environnement économique, social? C'est indéniable que la RSE prend une part de plus en plus importante même on le voit en recrutement. Tout à l'heure tu me disais les candidats prennent le lead. C'est pas tout à fait ça. Ils prennent pas forcément le lead. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que les questionnements qu'ils ont ou le positionnement qu'ils ont en entretien est très différent du positionnement qu'on pouvait avoir auparavant dans un entretien classique de recrutement. Aujourd'hui, les questions qui vont arriver en recrutement, ça va être ok, l'entreprise, elle fait quoi aujourd'hui pour s'inscrire dans un environnement durable, pour répondre aux préoccupations de solidarité, etc. etc. La notion d'engagement, professionnel comme personnel, il est de plus en plus important dans les. Et ça, c'est un grand chantier chez Talentia. C'est quelque chose auquel on réfléchit et sur lequel on ne peut pas ne pas réfléchir de toute manière, oui, clairement. Ok, très bien. Du coup, moi j'aimerais bien qu'on refasse un petit zoom sur l'hybridation du travail, parce que c'est un gros sujet, tout le monde en parle, comme il y avait avant, il y avait après, il y a maintenant. L'hybridation du travail, ça veut dire quoi pour toi? Comment ça se concrétise? Comment ça se met en œuvre? C'est quoi les enjeux des ETI sur ce travail un peu hybride? Alors l'hybridation du travail, elle a participé d'un changement de culture managériale, très clairement, puisque le fait de travailler en partie à distance, en partie en présentiel, a changé aussi le rapport qu'on pouvait avoir avec sa hiérarchie. Il a fallu que les managers lâchent un peu, clairement, et fassent confiance aux collaborateurs. Ça ne signifie pas qu'ils n'avaient pas confiance dans leurs collaborateurs, mais il y avait quand même une petite réticence assez naturelle dans nos organisations à ne pas avoir ses collaborateurs sous les yeux et sous la main non-stop. Donc il y a quand même ici un vrai travail d'accompagnement managérial à faire à ce niveau-là. Et l'hybridation dans les organisations, elle est diverse et il faut qu'elle soit flexible. Il y a des gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont très à l'aise avec le fait de travailler depuis chez eux et qui en ont la capacité, pas oublier matériel aussi, il faut pouvoir travailler dans de bonnes conditions chez soi. Et quand on est, je sais pas, un jeune professionnel et qu'on habite dans un petit espace en plein Paris, c'est pas la même chose que lorsque on est en province et qu'on dispose d'un bureau où on peut travailler avec des conditions de travail un peu différentes. Et puis on a des personnes dont les fonctions permettent le télétravail. Alors chez nous, on n'a pas ce sujet-là. Dans la tech, on peut faire absolument ce qu'on veut. Donc ce qui est important, là encore, c'est de trouver un équilibre entre les besoins de l'entreprise, les besoins d'un collectif, et puis aussi ces besoins liés aux individus et à la manière que chacun a envie de s'approprier son travail et de s'organiser à titre personnel. Donc il faut savoir, évidemment on a des accords de télétravail comme beaucoup d'entreprises, la crise a au moins permis ça, de signer des accords de télétravail. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est insuffisant? C'est des discussions qui finalement continuent de se dérouler en entreprise et qui tendent vers de la flexibilité parce qu'une fois qu'on a goûté à ce type d'organisation, il est difficile de faire marche arrière et de toute façon on ne fera pas marche arrière. Ce qui est intéressant, c'est vrai que le télétravail, ça paraît une banalité pour les entreprises de la tech, puisqu'en fait on est né un peu entre guillemets avec cette notion de télétravail, on a les outils et autres, mais c'est vrai que sur la majorité des entreprises de taille intermédiaire, ça a quand même été un grand bouleversement et pas forcément une réalité pour tous, sauf que là aujourd'hui en fait force est de constater que tout le monde doit se mettre en marche pour pouvoir accueillir le télétravail. Et du coup, tu disais tout à l'heure que ça change effectivement la culture managériale, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas à même de faire du télétravail 5 jours par semaine, par exemple, ou même 2 ou 3 jours, que ça va dépendre de l'engagement des collaborateurs, que ça va dépendre des missions que le collaborateur doit effectuer. Comment tu vois la mise en place et le contrôle de ce télétravail, enfin sans parler de contrôle, mais en tout cas la capacité de pouvoir aménager ce télétravail au regard des différentes populations que tu peux avoir dans ton entreprise? C'est là où le management a un impact fort, hein. C'est-à-dire que qui connaît mieux les collaborateurs que le management? Il n'y a pas tellement d'alternatives possibles. Donc c'est des problématiques qui doivent être réfléchies en fonction de l'activité de chaque service. C'est clair que quand on développe et qu'on fait du code, il est très facile de travailler depuis chez soi. C'est une évidence. Dans mon département RH, on peut
maintenant, et c'est relativement récent pour les RH de pouvoir télétravailler. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'organisations étaient très réticentes à l'idée de fabriquer les payes, par exemple, depuis chez soi, pour des raisons de sécurité. On n'était pas forcément équipés pour faire ça à distance. Mais il y a aussi une notion de comment est-ce qu'on fait corps. Est-ce qu'il est nécessaire de faire... de construire du collectif, de construire du lien, il ne faut pas l'oublier, et qui est très variable selon les services auxquels on appartient. On prend souvent l'exemple des commerciaux. Les commerciaux, on sait que c'est important, les kick-offs, c'est important de se retrouver ensemble pour célébrer les affaires qui sont obtenues, etc. Mais en même temps, les commerciaux, ils travaillent depuis des années seuls pour développer leur portefeuille client. Et bien en fait, ce phénomène, il se développe maintenant dans tous les autres services de l'entreprise. Donc ça passe aussi quand même par des outils. C'est-à-dire que, oui, ça passe par des outils. Il faut que l'organisation soit capable de fournir les outils de travail à distance. Exactement. Il y a les outils de travail, il y a les outils collaboratifs. Aujourd'hui, tout le monde travaille avec Teams ou Zoom selon les organisations. Il faut qu'on sache aussi où se trouvent nos collaborateurs pour pouvoir les solliciter en temps utile. Aujourd'hui, on utilise tous les salles de réunion virtuelles. Il y a beaucoup d'outils qui existent. L'une des difficultés, c'est justement de savoir quel outil utiliser pour tel type de tâches, etc. Et c'est plutôt à cette problématique-là, enfin en tout cas chez Talentia, on a été confrontés à ça, c'est qu'il y a une multiplication d'outils et que parfois les collaborateurs étaient un peu perdus entre, alors sur telle situation, est-ce que je vais sur Teams, est-ce que je vais sur Confluence, est-ce que j'utilise l'intranet, est-ce que j'utilise le SharePoint, etc. Donc il y a une multiplicité d'outils qu'il faut peut-être simplifier, recadrer et sur lesquels il faut accompagner les collaborateurs pour leurs usages en tout cas. Alors l'hybridation du travail ou le travail à distance a ses limites quand même. Quelles limites tu vois toi sur du télétravail extrême ou sur du télétravail pour des collaborateurs qui ne sont pas forcément... Alors je vois une limite qui serait liée au sens, à la perte de sens, clairement. Ça peut arriver, c'est-à-dire que de se couper de ses collègues, on n'est jamais tout à fait coupé, mais il y a un petit risque aussi de distanciation du lien social. Donc le sens qui est important, le collectif, clairement, les collaborateurs, il ne faut pas l'oublier, on est tourné vers un objectif, une stratégie d'entreprise, etc., qu'il faut partager. Donc ce qu'il faut réussir à maintenir, c'est justement ce lien qui peut se faire à distance, mais toujours penser à inclure l'intégralité des collaborateurs dans une réflexion collective, dans une stratégie collective, et les managers doivent être attentifs aussi aux personnes qui peuvent sortir du radar et que comme on ne les voit plus physiquement, qu'on peut oublier et dont on peut ne pas percevoir une forme de peut-être souffrance, détresse, etc. Donc c'est ça pour moi les 2 ans. Ça change quand même beaucoup la façon dont les collaborateurs vont au travail, entre guillemets. Ouais. Donc je vais plus au travail, je vais sur mon lieu de travail et ça change un petit peu la façon dont les collaborateurs se positionnent. Donc il y a des entreprises qui ont décidé de supprimer complètement leur mètre carré en termes de surface de bureau. Il y en a d'autres qui se sont dit finalement pour faire revenir les collaborateurs, il faut qu'on donne envie aux collaborateurs de revenir pour jouer justement ce collectif, et donc on privilégie le site de travail comme un endroit collectif pour le coup. Ouais. Comment tu vois les choses, toi ? Alors moi, je trouve que c'est une question que toutes les organisations se posent, y compris Talentia, bien sûr. L'idée, c'est pas vraiment, et tu le disais, c'est pas vraiment de gagner du mètre carré. C'est plutôt de se dire quel est l'intérêt d'accueillir des collaborateurs si ils ont aussi bien chez eux, globalement. C'est-à-dire un bureau, un ordinateur... Bon, ça n'a plus tellement de sens. Et aujourd'hui, on vient au travail justement pour retrouver ses collègues. Tout le travail informel est important en fait. Et on peut le perdre à distance. Et donc l'intérêt, c'est de le retrouver sur site. Mais dans un endroit, dans un espace qui sera un espace convivial, collaboratif, et beaucoup d'organisations pensent travailler debout, travailler en mouvement, être dans des choses avec des tableaux interactifs, etc. Et donc évidemment réduire les mètres carrés puisque la flexibilité apporte un taux de turnover sur le site qui est variable, mais c'est surtout de créer des conditions de travail qui soient favorables à la collaboration et qui soient très différentes de celles qu'on a chez nous, puisqu'on ne recherche plus la même chose.
en fait. Et du coup, on en revient. Merci Alban pour tous ces sujets mis sur la table. Du coup, une fois que tu as dit tout ça, c'est-à-dire que entre les enjeux, ce que vous avez déjà mis en place et ce sur quoi vous travaillez, c'est quoi ta roadmap en fait, c'est quoi tes grandes priorités, toi, où tu vois la priorité de tes pairs en fait sur la fonction RH sur 2022 et 2023. Sur quoi vous travaillez concrètement? Alors évidemment, moi j'ai un gros chantier et je pense que c'est le cas de beaucoup de mes pairs. On parlait de digitalisation. Il y a un énorme chantier digitalisation. Alors les cordonniers sont parfois un peu les moins bien chaussés. Nous, on a commencé bien sûr à digitaliser un certain nombre de process. Il faut continuer à le faire. J'y crois beaucoup et toute mon équipe et toute l'entreprise est engagée en ce sens chez Talentia. Et en plus, nous, on a un scope qui est un scope international, donc ce qui crée en plus un facteur de motivation supplémentaire, parce que travailler à l'international sur des processus harmonisés, c'est quelque chose d'important pour Talentia, qui est nouveau et qui est donc un gros chantier de l'année 2022-2023. Donc on a ça, et on a évidemment un gros chantier qui est assez classique dans les entreprises d'attractivité et de fidélisation des talents. On sait qu'on est sur un monde où on a des candidats qui sont plutôt pénuriques, donc il faut qu'on travaille sur cette attractivité. Et on a un gros chantier du coup aussi de qualité de vie au travail. On a implémenté un chantier QVT, on lance des expérimentations en interne pour mesurer le taux de satisfaction des collaborateurs et faire en sorte qu'il y ait un process d'amélioration continue, concret, visible par les collaborateurs, et que ce ne soit pas le management qui porte cette démarche de QVT, mais que chaque collaborateur se sente investi de cette QVT. Et ça fonctionne très bien. Pour l'instant, on a fait un test, mais ça a vocation à être élargi. Tu parlais d'attractivité, comment tu le mets en œuvre? L'attractivité, ça passe par quoi pour toi? Ça passe par une marque employeur qui soit un peu plus, en ce qui nous concerne, qui soit un peu plus visible. Aujourd'hui, on n'a pas... on s'adresse beaucoup à nos clients au sein de Talentia, un petit peu moins aux candidats. Donc il y a un chantier aussi sur cette attractivité-là. Et c'est montrer en quoi est-ce que le défi que propose Talentia, en quoi est-ce que les candidats peuvent s'inscrire dans ce défi, dans cette transformation d'entreprise, dans cette créativité. Il ne faut pas oublier que dans nos ETI, on a une possibilité de créer, de proposer, de déborder même de nos fonctions, ce qu'on n'a peut-être pas forcément dans un grand groupe, parce qu'une fois qu'on est sur les rails d'une fonction, il y a quelqu'un d'autre qui est sur le rail d'à côté. Chez nous, on peut tester des choses, et moi je le vois même au quotidien en RH, où le champ des possibilités est infini, sous réserve de temps, voilà, évidemment, mais globalement, il y a plein de choses qu'on peut implémenter, expérimenter et réussir. Du coup, on a bien compris tes grands enjeux pour 2022, la digitalisation, en tout cas continuer à digitaliser les processus RH pour un principe de libérer les collaborateurs, libérer la fonction RH de tâches administratives pas forcément réjouissantes entre guillemets, nécessaires mais pour autant pas très intéressantes, mais pour se focaliser plutôt sur le collaborateur, l'accompagnement sur les formations, la qualité de vie au travail, redonner du sens et du collaboratif. Donc ça, ce sont tous tes sujets aujourd'hui, et je pense que beaucoup des RH se retrouveront dans tes enjeux. Si tu devais partager quelques quick wins, ce que tu parlais tout à l'heure de la QVT ou de certains projets que tu as mis en mode lab au sein de Talentia, si tu veux conclure là-dessus, je pense que ça intéresserait en fait les DRH qui nous écoutent aujourd'hui. Alors on en a lancé plusieurs. La QVT, on vient d'en parler, c'est un chantier qui fonctionne très très bien parce qu'il est très inclusif. Il est très concret, donc c'est des sujets qui parlent absolument à tout le monde. La qualité de vie au travail, quand elle est appliquée à des méthodes de travail, au bien-être au travail, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. On a parlé du co-développement, donc le fait d'accompagner les managers dans... Le co-développement, tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail, comment tu l'as mis en place, comment ça s'organise dans l'entreprise? Alors, le co-développement, on est parti d'un constat très simple dans l'entreprise, et c'est arrivé pendant la crise, mais c'est peut-être un heureux hasard, c'est que c'est assez fréquent que les managers aient des problématiques managériales qu'ils n'osent pas mettre sur la table par peur d'être considérés comme un mauvais manager.
donc clairement. Alors même que c'est la vie de tous les managers de rencontrer des problématiques basiques ou un petit peu moins basiques. Donc l'idée, c'est de mettre autour de la table 7, 8 managers régulièrement. Donc chez nous, c'est une fois par mois. Sur la base du volontariat ? Alors, on a identifié, dans un premier temps, on a fait des groupes tests. Donc on a identifié des managers qui étaient susceptibles d'être intéressés par le process et de s'y impliquer aussi. Et on leur a demandé s'ils étaient intéressés par le process. Donc tous ceux qui nous ont dit oui ont fait partie de l'expérimentation. Étant entendu que ceux qui pensaient ne pas disposer de suffisamment de temps ou qui se sentaient mal à l'aise avec le fait de participer à cette expérience n'étaient pas du tout du coup inclus dans le processus. Maintenant, j'ai plus de volontaires et plus de demandes que je n'ai de place. Donc ça prouve que ça fonctionne. Ce qui est important dans le processus de co-développement, c'est que il y a un procédé très simple de confidentialité, c'est-à-dire que les problèmes qui sont apportés pendant l'atelier restent dans l'atelier, que l'ARH n'est pas présente dans ces ateliers, très clairement, donc c'est un animateur externe, et surtout, c'est que la problématique qui est apportée, elle va être résolue par les pairs. Donc je viens, j'ai un collaborateur qui me pose tel type d'interrogation, je ne sais pas comment lui répondre. Les interrogations par exemple liées au télétravail. Je ne sais pas comment lui dire oui, comment lui dire non, comment trouver une voie médiane. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, il y a une méthodologie qui est appliquée avec une forme de questionnement, etc. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette séance, qui dure une heure, c'est un format court, le manager qui est venu avec sa problématique reparte avec des pistes de solutions et s'engage à choisir une des pistes de résolution de sa problématique. Et la fois d'après, la séance de co-développement va commencer par ben voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a testé et quel résultat, j'ai testé, quel résultat. Et puis ensuite, on s'étend pas sur ce sujet-là et on passe à un autre manager. Et donc, ça tourne, les problématiques tournent. Et donc, les managers se rendent compte qu'ils ont tous les mêmes sujets, globalement. Et ils s'enrichissent des solutions. Et en plus, ils créent du lien entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus attendre les séances de codev. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment très fort au sein de l'entreprise. Super. Et sur la QVT, tu as mis aussi un projet en place QVT, alors, j'ai QVT, puis j'ai aussi un projet de formation, parce que c'est important aussi, je pense, la formation dans nos enjeux. La QVT, on a implémenté dans notre département technologie, donc un système qui peut paraître assez simple, mais qui est, c'est ce que je disais tout à l'heure, extrêmement concret. Donc c'est une forme de questionnaire qui tous les mois va être suivi. Donc tous les mois, les managers de ce service reçoivent leurs collaborateurs de manière individuelle et leur font remplir un questionnaire qui est tous les mois exactement le même. Ensuite, les managers consolident les informations. Quel type de questionnaire, quel type de questions alors là, en l'occurrence, on est sur le département technologie. Donc, est-ce que le code est simple? Est-ce que tu as du plaisir au travail? Avec des curseurs qu'on positionne. Est-ce que l'organisation du travail te convient? Est-ce que les relations avec tel département sont bonnes? Est-ce que la méthodologie agile fonctionne pas? Voilà. D'accord. Donc, c'est des questions très concrètes qui vont permettre de mesurer en fait des tendances et surtout de voir l'évolution de ces tendances. Donc évidemment, quand on l'a lancé, on savait qu'il y avait un petit risque que les premiers questionnaires ne soient pas très bons. Et c'est justement l'intérêt de la démarche, c'est de ne pas avoir peur d'avoir des retours qui soient des retours pas bons. Parce que l'objectif, c'est un objectif d'amélioration continue. L'autre questionnement, c'était de se dire comment est-ce qu'on traite ça? Est-ce qu'on le rend anonyme? Est-ce qu'on ou pas? Donc c'est pour ça qu'on a créé des entretiens individuels. Alors, ça recrée de l'entretien, mais là encore on voit que l'humain et la relation est au cœur du process. Donc il n'y a pas d'anonymisation de l'information entre le manager et le collaborateur. Par contre, le manager doit lui synthétiser ces informations et s'engage à ne pas individualiser les réponses. Et ensuite, tout ça est partagé encore sur l'Agora du niveau du dessus, avec un plan d'action qui en découle et qui est porté non pas par les managers, mais par l'intégralité des collaborateurs. Et c'est là où c'est fort, c'est que chacun est du coup responsable de sa QVT.
D'accord, très intéressant. Du Voilà. coup, j'arrive à une conclusion qui pour moi est un peu facile. Du coup, c'est la réciprocité des intentions. Oui. On sait, enfin moi qui suis dans le marketing, je sais qu'aller chercher des nouveaux clients, des prospects, c'est pas forcément facile. Je me rends compte que sur la DRH, aller chercher des nouveaux talents, c'est tout aussi compliqué que d'aller chercher des nouveaux clients. Et que du coup, on se retrouve avec une réciprocité des intentions entre ce qu'on fait pour chouchouter nos clients ou pour les interviewer sur le biais de Net Promoter Score. Donc pour ceux qui connaissent des études de satisfaction client, que vous faites finalement la même chose sur la partie RH. En interne, exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup Alban. On arrive à la fin de ce webinaire. Si tu dois conclure en un mot les 2-3 dernières années qui se sont passées et celles à venir, qu'est-ce que tu dirais ? Alors sur les 2-3 dernières années, je dirais des années très intenses de transformation, et pour les années à venir, porteuses d'espoir et surtout de renouveau, de nouveautés et d'expérimentation RH. Super. Merci beaucoup Alban. J'espère que tout le monde a apprécié cet échange. Moi en tout cas, je me suis bien amusée. Merci pour l'invitation. J'ai apprécié le débat. On va répondre aux questions puisqu'on a quelques questions sur le chat. Alors, une question de Isabelle. Faites-vous un lien de vos projets entre la QVT et l'attractivité ? Lien dans vos projets, pardon. Alors, je crois qu'il y a un lien il y a un lien certain entre la QVT et l'attractivité. C'est-à-dire que des collaborateurs qui vont bien, qui sont heureux de travailler pour l'entreprise, qui travaillent dans de bonnes conditions, ce sont de très bons ambassadeurs. Et aujourd'hui, notamment sur l'attractivité, on sait très bien qu'un des moyens de recrutement qui fonctionne de mieux en mieux, c'est la cooptation. Et on ne coopte que si on se sent bien dans l'entreprise. Donc, il y a un fort lien sur ces deux éléments-là. Deuxième question de Polo. La liberté de venir ou pas au bureau ne crée-t-elle pas paradoxalement un attachement ? Du coup, on vient au travail si on a envie et non pas par obligation. Alors, il y a un peu de ça. Il y a un autre effet, moi, que j'ai bien vécu, puisque j'ai pris mes fonctions chez Talentia en plein confinement. Donc, autant vous dire que j'ai pas croisé beaucoup de monde dans les couloirs, et que du coup, le fait d'arriver au travail et de voir assez peu de visages, eh bien, ça oblige à créer de la relation avec des gens ou des fonctions, des personnes qui ont des métiers avec qui on n'aurait pas spontanément parlé, ou qu'on aurait peut-être moins vu, qui auraient été moins rendus visibles. Et le fait que les gens tournent comme ça sur les plateaux et ne se retrouvent pas, on le sait, hein, quand on a des affinités, on va naturellement vers ces affinités. Là, le fait qu'on soit un peu plus dispersé, ça donne aussi envie d'aller vers les autres de manière différente. Donc oui, ça peut créer ce genre de choses, ouais. Et une dernière question de Marc. Quels sont les différents profils, en tout cas les nouveaux profils que vous voyez rentrer au sein des organisations RH ? En tout cas, les différents les nouveaux profils que vous aimeriez voir au sein de la fonction RH ? Alors, c'est difficile comme question. Aujourd'hui, on est très attaché et de plus en plus attaché aux soft skills. C'est une tendance de fond, parce qu'elles permettent de voir si la personne est en adéquation avec la culture d'entreprise. Tout ce qui est hard skills, les compétences dans le dur, elles s'acquièrent. On parlait de formation, les entreprises mettent en place des plans de formation. Aujourd'hui, on a accès à des plateformes de e-learning, c'est ce qu'on est en train de développer chez Talentia aussi. Donc vraiment, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt une personnalité, etc. Sur les profils ensuite, on va chercher donc quelqu'un qui est en capacité à apprendre, à dégager de l'enthousiasme et à faire preuve de créativité, je pense. En tout cas, dans mes équipes, moi, c'est ce que je recherche. Je recherche du dynamisme, des idées, de la créativité et du professionnalisme, mais ça, je ne suis pas la seule, je crois. Merci beaucoup Alban. Merci à vous tous d'avoir été si nombreux pour assister à ce webinaire. On vous retrouve bientôt sur la chaîne Talentia Software. À très très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se tient à votre disposition. info@talentia-software.com. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.